Le Conseil constitutionnel a, par la voix de son président, M. Léon Noël, donné les résultats officiels du référendum. Donné les résultats suivants. Oui, 17 866 423. Ce scrutin clôturait une phase de la Ve République. Et le général de Gaulle a accepté la démission du Premier ministre. Le président de la République l'a chaudement remercié de ses efforts et de son dévouement pendant les 3 ans, 3 mois et 6 jours de son gouvernement. Et l'on a vu un Michel Debré détendu et souriant. Quelques heures plus tard, le général de Gaulle nommait au poste de Premier ministre M. Georges Pompidou. Le nouveau chef du gouvernement s'est immédiatement mis en devoir de former un ministère qui comprenait moins de techniciens et davantage de politiques. Et à l'hôtel Matignon, entre messieurs Michel Debré et Georges Pompidou, s'est déroulée dans une cordiale atmosphère la transmission des pouvoirs. Un chapitre nouveau va s'ouvrir. Le jugement de l'ex-général Jouhaud sera-t-il le dramatique épisode qui clora une période féconde en événements dramatiques, la crise algérienne? On a pu mettre des noms sur les visages des protagonistes de ce douloureux procès. Le député algérien Robert Abdessalam, l'ex-directeur de l'Écho d'Alger, M. Alain de Sérigny, un membre du tribunal, M. Pasteur Valéry Radeau, le général Allard, Madame Albert Camus, Madame Jouhaud, petite ombre perdue dans l'ombre des couloirs. Enfin, le président Barnet qui dirigeait les débats. Sortant de la voiture cellulaire qui l'amenait de la Santé, l'ex-général Jouhaud qu'attendait au terme de 3 journées de dramatiques péripéties, la condamnation à mort. À Alger, la série des plastiquages a continué. Au compte de l'organisation de l'armée secrète, on devait notamment porter l'explosion qui a rendu inutilisable la tour de contrôle de l'aéroport de Maison-Blanche. Le trafic aérien, toutefois pris en charge par les services de guidage militaire, n'a pas été interrompu. À la pointe de l'île de la Cité, à l'ombre de Notre-Dame, une crypte garde désormais le souvenir de 200 000 Français morts en déportation. Le général de Gaulle, en présence de M. Michel Debré et de nombreuses personnalités, a inauguré cette tombe symbolique des 200 000 martyrs de l'exil. En se recueillant devant le déporté inconnu, c'est le tribut de la nation qu'a porté le général de Gaulle à ceux qui sont obscurément morts pour elle dans la détresse des camps, et dont la destinée s'inscrit dans cette devise désespérée: ils allèrent à l'autre bout de la terre et ils ne sont pas revenus. Saint-Sébastien a subi les assauts de la Galerne, ce vent d'ouest-nord-ouest des côtes atlantiques. Et le spectacle qui ne manquait pas de grandeur aurait été perdu si une caméra n'avait pas été là. Lancés à la poursuite des rares voitures qui s'étaient aventurées sur le Paseo Nuevo, les vagues déchaînées poussèrent leurs assauts jusqu'à l'intérieur de la ville. Il en faut davantage, bien sûr, pour qu'on se trouble à Saint-Sébastien. Mais tout de même, on ne voit pas cela tous les jours. C'était simple, il fallait y penser. Un miroir parapluie concentre les rayons solaires sur une sphère, laquelle libère des vapeurs de mercure qui alimentent une turbine, et l'énergie solaire assure à 2 minuscules réacteurs une poussée de 20 grammes. Moyennant quoi, Phaéton, le futur satellite français, placé sur une première orbite, pourra lui-même s'en choisir une autre. En attendant la construction de la fusée qui le lancera, Phaéton va tout de même voyager. Il fera les beaux jours de l'exposition de Hanovre. Simple début. Au camp de Satory, un autre engin d'avenir a été révélé à la curiosité. Le véhicule français à effet de sol, comme disent les techniciens, c'est-à-dire capable de se mouvoir sur un coussinet d'air comprimé. Et ce n'est pas une mince révolution, qu'on y songe. Nous vivons depuis des millénaires sur une invention de génie, la roue. Et voici qu'on nous propose une civilisation sans roue. Le conducteur d'un 2 roues à moteur, dit la sagesse des nations, est sur la route un élément parfois dangereux mais toujours sans défense. Cet être, sujet à toutes les chutes, ne se protégeait même pas la tête. Et là-bas, votre casque.
La loi vient d'y mettre bon ordre. Aujourd'hui, le casque est obligatoire. Mais tout de même pas n'importe quel casque. Pas celui-ci dont la pointe paratonnerre est peu convaincante. Pas celui-ci non plus, un peu trop décoratif pour l'époque que nous vivons. Quant à ce dernier, en dépit des garanties qu'il offre, il semble quand même un peu dépassé. Non, le casque obligatoire est un casque étudié uniquement pour les chocs à la tête, apte à protéger selon les normes les plus protectrices, la boîte crânienne de son possesseur. À preuve, les essais de résistance de tout ordre, imposés à ces coiffures auxquelles toute médiocrité est absolument interdite. Un casque établi en vue de la protection doit absolument protéger. Reste que de mauvais esprits parleront d'élégance méconnue, de dignité méprisée. Arrêtons-les. Du prince Philippe à la reine d'Angleterre et au président de la République, que de nobles fronts n'ont pas craint de porter ce qu'on peut à juste titre appeler ici un couvre-chef. Et puis, quelle sécurité, même en dehors des dangers de la route. Est-ce que le casque motocycliste ne deviendrait pas avec facilité tout simplement la coiffure d'extérieur ? Et même d'intérieur. C'est dans un palais des sports archi-comble à Bruxelles que Pierre Cosmin met en jeu son titre de champion d'Europe des poids coqs devant l'Italien Piero Rollo. Sûr de lui, le boxeur belge, culotte blanche, attaque d'entrée sans laisser à son adversaire le temps de souffler. Ces deux boxeurs sont rapides et mordants comme s'ils avaient encore 20 ans, et pourtant ils ont dépassé tous deux la trentaine, Cosmin a 31 ans, Rollo 35 ans. Il est vrai que dans cette catégorie, les boxeurs sont ordinairement très agressifs, quel que soit leur âge. Et puis, les choses se gâtent, Rollo trouve l'ouverture, un crochet du gauche fulgurant au creux de l'estomac, ça y est. Cosmin n'est plus champion d'Europe, il a fallu un peu plus de 12 minutes pour en arriver là. C'est un moment terrible pour un boxeur, il a mal, il ne peut plus rien d'autre que de pleurer ses illusions perdues. Pour Rollo, c'est le triomphe et c'est Alphonse Alimi qui lui remet sa ceinture de champion d'Europe. Les rugbymen français en maillot clair ont joué à qui tout double contre l'Irlande dans le tournoi des 5 Nations. La chance aidant, ils ont parfaitement tenu leur pari. Dès le début du match, essai de Montméja transformé par Albaladejo après quelques minutes de jeu 5-0. Et puis, tout s'est arrêté là, on n'est pas sorti de la grisaille pendant de très longs moments, on a beaucoup couru de part et d'autre sans soulever l'enthousiasme des 40 000 spectateurs de Colombes. Fort heureusement, les Irlandais n'ont pas baissé les bras, ils ont même donné un peu de piment à la rencontre en jouant avec beaucoup d'application. Et ce n'est qu'en fin de partie que les Français se sont décidés vraiment à montrer ce qu'ils savaient faire. Cette attaque qui amène le deuxième essai est un modèle du genre. Le festival offensif de la France se poursuit, mais on regrette qu'il ait fallu attendre le dernier quart d'heure pour assister à des actions spectaculaires. Finalement, 11-0 pour les Français et la victoire dans le tournoi des 5 Nations.